vous allez suivre un premier film qui va nous donner la tonalité des échanges autour de la raison d'être, une opportunité pour l'entreprise. Petit film et nos intervenants vont venir nous rejoindre. Artefacto développe des solutions en réalité virtuelle et en réalité augmentée dans différents domaines d'activité. Dans le domaine de l'immobilier, on accompagne le développement de programmes neufs. Dans le domaine de l'industrie, où on vient accompagner nos clients à la présentation de solutions ou de nouveaux programmes. Et également dans le monde de la formation, avec notamment des outils en réalité virtuelle immersive sur le geste métier, entre autres. Le Café Joyeuse, c'est une entreprise ordinaire. C'est un café à la base comme les autres, qui a pour but de bien traiter ses clients, ses convives, et pourtant qui a une spécificité très différente, qui fait que c'est une entreprise extraordinaire, parce qu'elle est gérée, administrée par des personnes, toutes avec des troubles cognitifs ou un handicap mental. Deltador est le leader français de la maison et du bâtiment connecté. Il fournit des produits et des solutions pour le confort, la sécurité des bâtiments et des maisons individuelles. Artefacto, 20 ans d'existence déjà, 37 salariés, autour de 2,5 millions de chiffre d'affaires. Et une activité de R&D qui représente environ 15% de l'activité de l'entreprise. Les chiffres, c'est d'abord des hommes, 25 équipiers en cuisine, au comptoir, en salle, qui sont nos équipiers joyeux, 5 managers, 2 à Rennes et 3 à Paris, qui sont des professionnels de la restauration pour encadrer ces équipiers. Deltador est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, 860 salariés, environ 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 30% à l'export, pratiquement 10% du chiffre d'affaires investi en R&D, les 2 tiers des effectifs en Bretagne, 100% made in France et un actionnariat familial. La mission de l'entreprise, c'est d'aider les gens, d'aider nos clients à révéler la réalité de leurs rêves. C'est une phrase de mission sur laquelle on a travaillé en interne. L'idée, c'est vraiment de dépasser en fait, le contexte du réel pour projeter les gens dans le futur, et en termes d'outils, notamment grâce à la réalité augmentée. Au niveau business plan, on est content parce qu'on est en ligne avec notre objectif et on espère arriver à une rentabilité à 2 à 3 ans, ce qui n'est pas rien quand on parle de rien, donc création d'un fonds de commerce, avec l'idée de montrer qu'avec nos différences, on peut faire de la qualité. Notre raison d'être, notre mission, c'est de fournir des solutions technologiques fiables, ouvertes, sécurisantes pour la transition énergétique et un confort accru des individus. Donc c'est non seulement permettre des économies d'énergie, mais c'est aussi permettre une utilisation plus efficace des énergies renouvelables et de leur caractère intermittent. Valérie Cotreau, présidente d'Artefacto. Yann Bucaille-Lanrezac, fondateur des Cafés Joyeux. Pascal Portelli, président du directoire de Deltador. Et ils sont avec nous pour donner du sens à ces échanges. Merci à vous trois. Merci également à Julia qui va rester avec nous. Yann qui intervient tout au long du débat pour apporter aussi du corps aux échanges. Et puis merci beaucoup Jean-François Quéroc, vous êtes le directeur général de Destination Rennes. J'ai juste envie de commencer par vous parce que depuis 1 an, on a le sentiment que le monde de l'entreprise résonne particulièrement bien chez vous, ici, dans ce magnifique écrin de cette nef du couvent des Jacobins. Bienvenue donc, et merci au monde de l'entreprise d'avoir choisi le couvent des Jacobins pour son assemblée générale de cette année effectivement de lancement de l'activité. Nous allons achever la première année d'exploitation et on sait bien que le monde de l'entreprise demandait depuis de nombreuses années de pouvoir disposer d'un outil de cette nature, servant les stratégies d'attractivité et de rayonnement et servant aussi les stratégies des entreprises. Donc voilà, c'est fait. Et j'ai la faiblesse de penser que nous avons vécu une très bonne première année et que les entreprises ont répondu en s'appropriant ce bâtiment. Et les perspectives qui s'offrent à nous dans les années qui viennent sont plutôt encourageantes. Je pense que voilà, le couvent des Jacobins il fait partie de la destination.
Merci Jean-François. Et le terreau fertile du monde de l'économie et de l'entreprise et de l'entrepreneuriat se trouve ici dans cette nef. Lorsque l'on parle justement de cette raison d'être, je vais vous demander à tous les trois de nous faire une première réaction. Alors, raison d'être, ça donne du sens et un cadre face aux incertitudes qui interviennent tous les jours. Est-ce qu'il faut réellement en avoir peur? Est-ce qu'il faut aussi profiter pour revoir les différentes lignes de gouvernance? Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto. Oui, c'est moi. Un tout petit mot pour lancer cette table ronde. En fait, la question de la raison d'être, comme je l'expliquais dans le reportage, on s'est interrogé dessus pour finalement s'apercevoir qu'elle était ancrée vraiment dès le début dans notre ADN, puisque, pour faire simple, moi je démarre il y a une vingtaine d'années autour de l'image de synthèse, mais ça sert à quoi? Ça sert à établir une passerelle entre le citoyen, qui ne comprend rien au projet, qu'il soit d'un projet d'architecture ou le projet urbain, et le concepteur. Donc c'est vraiment le début de notre action, c'est d'utiliser effectivement un moyen et un vecteur, c'est exactement ça, pour aller communiquer au plus grand nombre. Donc notre raison d'être, elle a toujours été finalement de traduire en fait des choses qui sont du domaine de la technique, qui sont du domaine du sachant pour certains, au plus grand nombre, par le biais des images d'abord, puis le film, puis ensuite la réalité augmentée. Yann Bucaille, le président de Café Joyeux, là aussi dans votre ADN, affichez aussi une différence, comme vos chaussures, pour montrer vraiment qu'il y a encore davantage de force derrière ce projet. Oui, parce que la différence est une chance, et la raison d'être tout simplement des Cafés Joyeux, c'est de remettre la différence, à commencer par la fragilité, au cœur de la cité. Et là, j'ai envie de rebondir sur tous ces merveilleux exposés qu'on a pu entendre de Julia de Funès. C'est effectivement dans un monde où on est à la recherche parfois frénétique de la productivité, de la performance. Eh bien, je pense que c'est quoi de plus logique d'aller proposer à la fragilité de participer à cette performance. Parce que je pense que vous tous qui êtes des entrepreneurs ou des dirigeants, vous êtes animés par l'envie de réussir, et moi le premier, enfin moi aussi, mais je pense qu'à la fin de nos jours, si on se retourne en regardant notre trace et qu'on se dit finalement j'ai réussi entouré des meilleurs, parce que je pense que c'est un petit peu la logique qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est de s'entourer de gens qui sont compétents et souvent les meilleurs dans leur domaine, eh bien, on sera passé à côté de l'essentiel, qui est de réussir ensemble avec ceux qui, sur le papier, ne sont pas les meilleurs. Mais effectivement, dans une logique de confiance, on peut finalement réussir ensemble avec des personnes qui ont donc des troubles cognitifs ou avec handicap mental, qui est la mission des Cafés Joyeux. Pascal Portelli, vous êtes le président de Delta d'Or. L'entreprise, on peut dire que c'est avant tout une véritable communauté humaine. On va y passer une part importante de son temps, de sa vie. Forcément, la raison d'être, elle est aussi là. Bien sûr, enfin, c'est comme les êtres humains individuellement. On connaît tous la pyramide de Maslow. Alors effectivement, il faut commencer par, il faut se nourrir, il faut avoir un peu de sécurité, un toit. Mais dès qu'on a acquis ces premiers niveaux, après, on a d'autres niveaux. Et je pense que c'est vrai au niveau individuel, c'est vrai dans une collectivité de 900 personnes comme les Delta d'Or. Et donc, on travaille pour effectivement gagner de l'argent et pour se nourrir. Mais au-delà, on a besoin de plus que ça. Et donc je pense que c'est avoir une raison d'être et une mission. C'est pas qu'un exercice de style stratégique pour un dirigeant, c'est quelque chose qui fait que on a envie, on se lève le matin, pas juste le patron, tout le monde, en se disant j'y vais, je comprends pourquoi j'y vais. Et puis quand je termine l'année, que je fais mon bilan, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile, pas juste d'avoir enrichi les actionnaires. Oui, enfin il faut être performant. Oui, on choisit nos projets pour qu'ils soient rentables. Mais pas que, comme disait Julia de Funès, ça ne suffit pas à avoir envie, à être content d'être là. Et donc, in fine, effectivement, être performant, même si on n'est pas heureux pour être performant, je pense qu'effectivement, ça n'a pas de sens. Mais si ça a du sens ce qu'on fait, naturellement, les choses vont fonctionner. Et donc, c'est pas artificiel, ça ne doit pas être une mission, ça ne doit pas être quelque chose de plaqué, ça doit être authentique. Tout le monde doit y croire, ça doit être dans les tripes.
et ce qui fait qu'on est content d'être là et qu'à la fin, on se défonce. Valérie Cotreau, vous avez vu, et vous nous l'avez dit dans vos propos introductifs, le monde, il change, il évolue, il va très vite. Vous avez vu, vous avez perçu ce changement depuis la création d'Artefacto? Oui, moi j'ai coutume de dire que l'entreprise, finalement, ça fait un certain temps qu'elle est installée, mais on se reconstruit sur nous-mêmes tous les jours, tous les ans. Heureusement d'ailleurs, sinon moi, en tout cas, je m'ennuierais, puisque un de mes moteurs, c'est le projet, et j'en ai besoin. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment, à tort ou à raison, d'une accélération. En tout cas, évidemment, on n'est plus dans le même contexte, en tout cas de concurrence, qu'il y a 20 ans. Et à un moment, ça a pu être perçu comme quelque chose de néfaste et de pernicieux au niveau de l'équipe, avec ces craintes qui peuvent émerger sur comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, il y a des challengers, on n'est plus les seuls. Et moi, j'ai voulu porter en interne le fait que c'était une opportunité de transformation, vers quelque chose de nouveau pour nous, puisque finalement, sur 2018, on a commencé à opérer cette transformation pour passer d'une entreprise qui fait de la prestation de services depuis toujours, c'est dans l'ADN, à une entreprise qui va aujourd'hui et demain commercialiser des solutions SaaS. Pourquoi? Parce que finalement, le moteur reste le même, c'est l'innovation. On s'aperçoit qu'effectivement, on n'est plus les seuls créateurs de contenu. Et l'opportunité, c'est de se dire, mais super, on n'est plus les seuls créateurs de contenu, très bien, on va faire plein d'autres trucs intéressants. On va utiliser le contenu de nos clients pour le mettre en valeur via des solutions logicielles. Et c'est aussi, en plus, la possibilité d'avoir un accélérateur de croissance, parce que le modèle de la prestation de service, à un moment, devient compliqué à poursuivre pour des raisons financières, de prise de risque et de manque de visibilité. Donc finalement, on est vraiment, nous, dans une phase de transformation où j'essaye d'accompagner les équipes à cette transformation, mais la peur a été présente pendant des années, c'est-à-dire j'ai eu le sentiment sur les dernières années de me battre en interne pour essayer de véhiculer ce message positif où les gens me disent mais qu'est-ce qu'on va faire si on fait du logiciel, ça veut dire qu'on fera plus de contenu, on n'aura plus de métier. Je dis mais pas du tout, on va juste se transformer sur nous-mêmes comme on a toujours fait. Et pour porter cette parole à un moment, j'ai quand même dû aller chercher un tiers pour m'accompagner dans cette démarche, sinon je passais pas le cap, quoi. Donc c'est terrible de devoir passer par une parole tierce. Moi j'ai trouvé ça très très dur, mais je l'ai fait, et heureusement, parce que je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui avec le plan de développement qu'on a prévu sur 2019. Et puis aussi, l'histoire dit que ça fonctionne parce qu'on a lancé nos solutions logicielles cette année et on commercialise, quoi. Donc, mais la bascule est compliquée, ça m'a pris plusieurs années, quoi. Yann Bucaille, puisque Valérie parlait de la peur, lorsque l'on a ce souci et ce regard aussi bienveillant qui a été le vôtre pour lancer Café Joyeux, cette peur, elle a été là à un moment de ne pas réussir dans quelque chose qui avait particulièrement du sens pour vous et pour vos équipes? Oui, je crois que vraiment le thème de la peur, c'est peut-être le sujet de la recherche, de la quête de sens. C'est que on veut effectivement tellement peut-être réussir à tout prix, souvent, trop souvent, qu'on veut éviter tout risque. Et on est dans un monde effectivement animé par la peur. On a peur de l'autre. Regardez-nous, quoi, on se ressemble tous. On a peur de l'autre quand il est différent. On a peur de l'autre parce qu'on a peur de ne pas se comprendre. Et dès l'instant où on crée la rencontre, qui est l'objectif du Café Joyeux, le café est juste le prétexte. Je veux dire, c'est quoi de mieux que de parler autour d'un petit café? Eh bien, on apprend à connaître l'autre. À ce moment-là, il y a il y a une forme d'abord de compassion peut-être pour l'autre qui est différent, qui est plus petit, plus fragile. Mais on rentre assez rapidement dans une phase de si on fait confiance. C'est aussi le sujet de Julia de Funès. Il faut vraiment une foi profonde, hein, effectivement. Il ne faut pas chercher à avoir un regard cartésien sur le métier, mais si on fait confiance, grâce à la rencontre, on passe d'une phase de peur, on passe à une phase d'émerveillement. Et c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien dans les cafés joyeux, où on voit que nos collaborateurs qui ont passé une partie de leur vie dans des
foyers occupationnels, dans des centres sans activité, parce qu'on les pensait inutiles, eh bien, ils sont capables, et ils produisent, et ils créent de la valeur, qui est finalement un des objectifs de l'entreprise. Ils participent, ils font partie du jeu. Et à ce moment-là, la peur s'en va. Et je vous dis, c'est même éblouissant. Je pense qu'effectivement, la chance qu'on a eue, c'est effectivement de dire ce risque, avec de l'audace, grâce à l'audace de tous les managers notamment qui y vont, ce risque est une chance. Ce risque est une opportunité, parce qu'il dégage quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse, cette fragilité qui vient créer de la valeur et apporter de la performance en entreprise. Une fragilité qui est en quelque sorte source de paix? Oui, je pense que c'est source de paix. D'ailleurs, c'est très étonnant dans le monde dans lequel on vit. En fait, ayant peur de la différence à tout point de vue, que ce soit l'étranger, que ce soit le malade, que ce soit la personne handicapée, nous fait peur. Et donc, on s'en éloigne, on crée des frontières, on crée des barrières. Moi, je vais vous dire, quand j'ai lancé les Cafés Joyeux, je n'étais pas tellement habitué à côtoyer le handicap ou la fragilité. Et j'avais peur. J'ai toujours un peu peur, je dois le reconnaître. Quand on reçoit un entretien un collaborateur qui est effectivement trisomique ou avec des troubles cognitifs avancés, mais parce que je ne connais pas, parce qu'on est cloisonné. Et si on se cloisonne pour se protéger, et en réalité, je pense que c'est le vrai paradoxe, parce que si on casse cette barrière, si on arrive à casser ce mur de la peur, à ce moment-là, on se connaît et on apprend à s'aimer. Et oui, c'est la paix, c'est le début de la paix. Pascal Portelli, justement, casser un peu les codes, ces barrières, vous en avez eu dans votre carrière et peut-être au niveau de Delta d'Or pour aussi affirmer des fois avec force et conviction les choses et les orientations? Oui, c'est dans toute entreprise, dans toute communauté humaine, on prend des habitudes parfois, et parfois le monde change et par peur, pour tout un tas de raisons, parce qu'on reste branché sur les processus, on peut rater les marches, et parfois il faut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parfois il faut faire appel à un tiers, il faut secouer un peu le cocotier, parce que sinon on peut rester sur le côté de la route. Et ça, c'est important. Et paradoxalement, c'est souvent quand les entreprises marchent bien, c'est le cas de Delta d'Or, qui est une entreprise qui marche bien depuis assez longtemps, parce que ça va bien, parfois on devient un peu complaisant, on se dit, bon, finalement, tout ce qu'on a fait a toujours marché, donc pourquoi les faire différemment? Il n'y a qu'à continuer, puisque le passé prouve que tout ce qu'on fait, c'est bien. Donc autant continuer de la même façon. Alors, juste moi, je l'ai évoqué un peu dans la vidéo, mais sur la mission que s'est donnée Delta d'Or, en fait, c'est ancré depuis le début. Delta d'Or, c'est né dans les années 70 et ça a décollé autour de la crise du pétrole. En France, on n'a pas de pétrole, on a des idées et comment on économise de l'énergie. Les premiers produits qu'a fait Delta d'Or sous son nom, c'était des délesteurs, c'était des petits appareils qui permettaient de couper le chauffage électrique pour éviter de faire sauter son compteur ou de prendre un abonnement trop cher. On était à l'ère de la domotique à l'époque. C'était le tout début. De la domotique, de la maison du futur. Absolument. Mais il y avait quelque chose déjà. C'était pas juste le gadget ou le truc pour gens un peu ce qu'on appelle des geeks aujourd'hui. C'était on va économiser de l'énergie. C'est pas un hasard si c'est né en Bretagne. La Bretagne, on a une région qui est très déséquilibrée en termes électriques. On consomme beaucoup plus que ce qu'on produit. Donc c'est vraiment pas un hasard que ça soit que Delta d'Or a été créé en Ille-et-Vilaine. Je trouve qu'il y a un sens à ça aussi. Voilà. Puis maintenant, on est 40 ans plus tard, et les problématiques, c'est pour ça que j'ai cité la transition énergétique, c'est plus juste économiser de l'énergie, même si ça y participe, c'est avoir une transition sociétale qui fait que il faut décarboner, il faut faire tout un tas de choses. Il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a des gens qui sont très brillants et qui disent de toute façon, la seule façon de s'en sortir, c'est d'être malthusien. Voilà, on n'aura plus assez d'énergie fossile. Par définition, quand il n'y en aura plus, on va se contracter, puis il va falloir apprendre à se serrer la ceinture, la population doit diminuer, etc. Moi, je pense que je suis entrepreneur, donc je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense qu'on peut gérer cette transition
et que ça peut être une opportunité et pas un recroquevillement de nos enfants, nos petits-enfants dans les décennies qui viennent. Alors ça peut faire un peu messianique. Je veux dire, pour une entreprise de 900 personnes, c'est peut-être un peu prétentieux de dire on va faire ça. On va juste y contribuer, on apporte une pierre à l'édifice, tout comme chacun d'entre nous peut y apporter. Tout comme quand on va voter, une voix, ça ne change pas le résultat, mais si tout le monde raisonne pareil, oui, ça change le résultat. Donc je pense que c'est se dire, on fait des produits, on gagne de l'argent, mais parce qu'on aide à préparer l'avenir, on va faire un monde que j'espère supportable ou meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi, j'ai l'impression que ça contribue à l'envie, mon envie et l'envie des collaborateurs. Ça contribue aussi au fait c'est une entreprise d'Altador où les gens sont souriants. Moi, ça m'a frappé. Il y a des banquiers, des collègues de Yann qui visitaient l'usine, me disent mais c'est incroyable, les gens sont souriants dans votre usine. J'ai l'habitude de visiter des usines où les gens sont stressés, ils ont des indicateurs de performance, ils ont les épaules rentrées. Et il me fait la réflexion, moi c'est rare de voir une entreprise où les ouvriers sur la ligne de production sourient, disent bonjour spontanément. Et je pense qu'avoir du sens, ça contribue à ça. C'est pas juste parce que les managers sont plutôt sympas qu'on est une entreprise familiale, c'est parce que derrière, il y a quand même il y a aussi un projet. Yann Le Jolivet, qui a énormément travaillé en amont sur ces tables rondes. Question à nos invités. Voilà, on a travaillé un petit peu avant, ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'on travaille dessus. On s'est gratté la tête en se disant, mais bon sang, on va sortir les casques lourds à la première table ronde. Quand je vous écoute, ça semble d'une telle évidence de se poser la question et de mettre des choses derrière la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi, chacun dans vos domaines d'activité, avec vos propres expériences, pourquoi vous pensez que le débat arrive si tard, en fait, sur la raison d'être, et pourquoi il a commencé de manière aussi polémique en France? Oui, peut-être parce qu'à un moment, dans nos entreprises respectives, je veux dire, on peut être animé personnellement par quelque chose d'extrêmement limpide, mais peut-être qu'à un moment, on n'est pas complètement au clair dans la communication interne, dans ce qu'on peut véhiculer auprès des collaborateurs. Et ce qui s'est matérialisé, en tout cas, moi, à mon niveau, c'est parfois le fait... Je me suis parfois retrouvée confrontée à des gens qui, effectivement, n'étaient pas au clair avec le sens de notre mission. Et là, je me suis dit, j'ai raté un truc, j'ai raté une marche à un moment ou à un autre, c'est sûr. Donc moi, ça m'a réinterrogée sur ma façon de travailler, sur ma façon de communiquer. La boîte, elle évolue, on n'est pas le même nombre au début et maintenant, même si ça reste une PME, la perte en fait avec le terrain, le fait de ne plus être collé au terrain peut arriver très très vite. Moi, il y a un truc qui m'est arrivé récemment, c'est que comme on a travaillé sur un projet qui a fait pivoter la boîte à 90, crac, j'ai perdu 2 personnes en direction de production, le bordel. Donc, mais quelle belle opportunité ce foutoir. C'est super. C'est que moi j'ai dit, moi c'est pas grave, je vais assurer l'intérim. Donc je les ai vus, ils se sont dit, elle est fralée, quoi, ça va pas le faire. Et puis au final, le système D a obligé tout le monde à mettre ses mains dans le cambouis, et le sens s'est réinscrit immédiatement, très facilement. Les livrables sont meilleurs, on va plus vite, tout est... En fait, on a complètement, aplati l'organisation. Elle est pourtant pas très épaisse chez moi, quoi, mais on a tout aplati d'un trait. Alors, moi, j'ai hâte que les vacances arrivent quand même, je devrais pas le dire, mais je suis un peu crevée. Mais alors, en termes de dynamique, d'équipe, de point de visée, c'est limpide. Mais ce qui m'a fait réagir, et si ça apparaît peut-être maintenant, c'est qu'à un moment, on ne s'est pas posé ces questions-là. Et aussi, nos générations sont vraiment dans l'attente de ce genre de choses, quoi. Ils veulent savoir pourquoi ils bossent et quel est le projet de la boîte, non pas sur, comme le dit Sainek, le what, quoi, mais sur le pourquoi, la ligne du haut, pourquoi on fait ça et quelle est notre conviction profonde et vers où on va. Donc moi, c'est mes collaborateurs qui me l'ont envoyé dans la figure, si je suis vraiment honnête, quoi. Yann Bucaille, sur la question de Yann. Là, je pense que je ne suis pas assez légitime pour répondre pourquoi ça vient si tard. En tout cas, je pense personnellement que c'est bien que cette loi vienne. Maintenant, j'ai envie de dire que la raison d'être de toute entreprise, quelle que soit son activité, c'est de créer de l'emploi. Déjà, je pense qu'on n'avait pas besoin de la loi pour le savoir. Donc c'est là où peut-être que certaines personnes s'offusquent de sorte d'ingérence, de devoir en répondre légalement ou juridiquement, mais
Nous, sur le site web de notre groupe, là, sur emerald.com, la première page, on a mis, c'était déjà il y a 10 ans qu'on avait refait le site, une phrase du livre des Proverbes qui dit, je crois que c'est le Proverbe 12, je crois, qui dit le plus précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Et on en revient au sens des cafés joyeux, mais qui n'est qu'un exemple parmi d'autres, et vous tous, nous tous, qui créons de l'emploi, je pense que déjà on a une raison d'être, parce que je pense que l'homme est là pour construire. Là, il y a peut-être une dimension divine par rapport à ça, mais je pense que, bon, moi personnellement, je crois en Dieu, et Dieu a créé la terre, mais il nous a laissé cette chance de pouvoir poursuivre cette création. Et donc, l'homme qui est mis à l'écart, et ces 9% de chômeurs dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est terrible. Parce que, quoi, je peux pas participer à cette création, et donc je suis hors jeu, parce que je suis handicapé, ou parce que je suis considéré comme non compétent. Voilà, donc déjà, première raison d'être, comme on l'a dit, qui est la raison d'être générique de tout employeur et de tout entrepreneur, c'est de construire, surtout dans un monde où aujourd'hui on voit malheureusement trop d'images d'une petite minorité qui, sans doute, dans l'oisiveté et dans l'inactivité, se défoule en détruisant. Alors que je pense que notre mission à tous, c'est de construire. Et lorsque vous dites construire, c'est aussi pour partager, être dans le partage. Oui, je pense, parce que là ensuite, bon, on a parlé effectivement d'actionnaires ou de la rentabilité pour moi est une nécessité pour la durabilité. Je veux dire, le mot sustainability en anglais est encore plus fort. Ça, c'est sûr que c'est un postulat de base. Une entreprise doit être rentable. C'est aussi ce qu'on veut faire avec les cafés joyeux, c'est de montrer qu'au-delà de notre différence, avec 80% de personnel handicapés mentaux, on va être rentable. On a quelques petits moyens d'ailleurs pour ça, je vous en parlerai si j'en ai la possibilité, mais cette rentabilité n'a d'intérêt que si elle permet le partage. Nous sommes tous, en tant que dirigeants, mandataires sociaux ou autres, nous ne sommes tous que des administrateurs, avant d'être des propriétaires ou des actionnaires. Nous sommes tout simplement de passage, et je pense que notre rôle, c'est tout simplement d'être des gestionnaires. Et la gestion passe par, effectivement, dans un souci du bien commun, et on fait ce qu'on peut, on se trompe, moi le premier, mais en tout cas de partager. On crée de la valeur pour la partager, sinon c'est pas drôle. Et je dirais même que la joie, c'est dans le travail, c'est dans la construction, et c'est dans l'idée de je partage le travail comme je partage les fruits de ce travail avec les autres. C'est vraiment très bien illustré quand on voit nos équipiers joyeux qui n'avaient jamais travaillé dans une entreprise ordinaire avec un salaire, avec un rôle et avec une mission qui est de dire tu vas participer, tu as un rôle à jouer, et si tu n'es pas là, ça ne tournera pas, donc j'ai besoin de toi, eh bien, il est heureux. Alors je pense que le travail est source de joie, parce qu'on va dire source de bonheur, c'est peut-être un autre sujet, mais... J'aimerais justement, avec vous toujours, Yann, avoir un petit mot quand même sur cette fabuleuse victoire et cette traversée pour la 11e édition de la Route du Rhum, parce que derrière Café Joyeux, il y a tous ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, de transmettre, de donner. Et puis il y avait ce bateau, skippé et barré par Steve Gavinet, qui a remporté dans la catégorie mono Rhum, en classe Rhum mono, eh bien, a remporté sa catégorie. Ça a été certainement une source de fierté pour l'ensemble de Café Joyeux et pour vous-même, parce que vous les avez portés, ces couleurs jaunes, sur les pontons et à Saint-Malo et à l'arrivée au Memorial Act de Pointe-à-Pitre. Oui, bon, c'est sûr, c'était une grande fête, une énorme fête. Si vous voulez, on pourrait se dire quel est le sens d'un marin qui part en solitaire traverser l'Atlantique dans le cadre d'un projet qui se veut solidaire et qui, j'espère, l'est. En fait, il y a toute une entreprise qui était derrière, animée par ce projet. L'objectif était double, c'était d'abord de permettre de démontrer que nos équipiers joyeux
avec leur handicap, étaient capables d'animer un café éphémère sur les pontons. On avait 5 points de vente de café. Ils cuisinaient dans les conditions météo un peu dures. Hein. La Route du Rhum, c'est début novembre en Bretagne Nord. Et là encore, les gens, dans le principe de précaution, tout le monde disait impossible, ne faites pas ça. Et en fait, les plus motivés, c'était nos équipiers autistes ou trisomiques qui, eux, étaient mais ultra motivés qu'on leur fasse confiance. Et donc, ils ont été capables d'abord de remplir ce premier objectif qui était d'animer un coffee shop. Et puis, le deuxième objectif, c'était de faire la promotion d'une marque de café en grains et en capsules. C'est pour ça que j'ai apporté mon petit sac, parce que je veux quand même profiter de votre présence pour faire un peu de publicité. Ce projet entrepreneurial se veut être rentable. Vous doutez bien que c'est compliqué. Et en même temps, on a de l'ambition. Depuis qu'on a ouvert, ça a démarré à Dinard, ce projet, puis à Rennes, il y a 1 an. On a ouvert le 21 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21 à Paris, en présence de Brigitte Macron, de Nicolas Hulot et de Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Et suite à ça, on a eu énormément de sollicitations de parents, d'associations, d'entreprises, de municipalités qui veulent un café joyeux dans leur ville, qui nous appellent en disant pourquoi j'en ai pas un dans ma rue. Parce que nous aussi, on a des personnes un peu désœuvrées parce qu'ils sont fragiles. Comment les employer en cœur de ville? Aidez-nous, ouvrez ça. Bon, c'est des investissements, des capex énormes parce que fonds de commerce, travaux, tout. Enfin, et donc, sachant qu'on recrute, en plus, on a des masses salariales quand même un peu plus lourdes que d'habitude, puisqu'on a 80% de personnes avec handicap mental. On a donc et on a à peu près une masse salariale qui est 2 fois plus importante qu'un café ordinaire. Alors on a lancé ce café, c'était l'occasion de la Route du Rhum. Sidney, qui était notre grand ambassadeur, et donc il est fier d'avoir gagné la Route du Rhum, pour que vous puissiez aller sur le site joyeux.fr, commander ce coffret pour Noël. On organise un référendum, et donc dans ce coffret, vous avez 3 cafés différents, en capsule compatible Nespresso ou en grains. Et vous pouvez aussi avoir une offre entreprise, donc si vous voulez donner du sens autour de la machine à café, eh bien, vous pouvez produire et surtout proposer du café joyeux qui va permettre, j'espère, d'assurer une rentabilité pour pouvoir financer des futures ouvertures de café joyeux. Et puis merci à vous. En tout cas, merci. On peut vous applaudir très fort. Je pense que vous avez... Je suis persuadé encore que vous avez vraiment ces sourires de ce personnel, vraiment à l'occasion du baptême du bateau joyeux. C'était avec Samuel Le Bihan. Je crois que de tels sourires et une telle envie, ça renforce encore votre volonté d'aller encore plus loin. Oui, et Sidney, ceux qui le connaissent, Sidney Gavinet, c'est un très grand marin qui est plus connu à l'étranger que c'est vraiment un marin anglo-saxon qui a fait beaucoup de choses. Et lui-même, à l'arrivée à Pointe-à-Pitre, j'étais là-bas pour l'accueillir, disait, vous savez, j'ai beaucoup navigué dans ma carrière, cette course, c'est ma dernière course. Et au-delà des transats que j'ai fait sur des multicoques, sur des records qu'il a pu faire en équipage, il a commencé par être équipier de Tabarly, il a fait une préparation olympique en laser, il a presque tout fait, Sidney. Et bien, il a dit, porté par ses équipiers joyeux qui avaient navigué avec lui avant, je termine sur la plus belle course de toute ma carrière. Je pense qu'il y a une dimension supplémentaire liée effectivement à nos équipiers plus fragiles. Yann, une dernière question pour Pascal. Alors Pascal, peut-être répondre à la question que je posais, pourquoi ça arrive si tard, avant qu'on ne demande à Julia de conclure la table ronde. Je crois que Julia de Funès y a répondu. Hein. Il y a l'aspect des attentes, des transcendances qui ont disparu, et finalement on met des attentes dans l'entreprise qu'on n'avait pas avant. Un peu comme des substitutions à des choses qui étaient plus larges. Alors après, l'entreprise ne peut pas tout, donc il ne faut pas non plus que les attentes soient délirantes, mais je crois qu'il n'y a pas qu'en France, hein, il y a beaucoup de pays où on est à un moment où on bascule de la thèse des années 90-2000 où l'entreprise c'était shareholders value, c'était cracher de l'argent pour l'entreprise, point barre, c'était que ça, où maintenant on arrive à un moment où ça ne peut plus être que ça. Et même, alors prenez Google, qui est un truc extraordinaire. Le salaire moyen chez Google, c'est autour de 150 000 $, salaire médian. Donc il y a plus de la moitié des gens, donc des super nantis, des gens qui les gilets jaunes ont envie d'aller casser la figure. Ça fait 2 fois qu'il y a des révoltes internes chez Google, qu'il y a des référendums, parce qu'ils ont été faire des produits pour le gouvernement américain, pour la défense, et puis parce qu'ils ont fait un projet en Chine. Et 2 fois, les employés qu'on peut considérer comme des nantis ont dit « moi, ça ne me va pas ».
Google, ça ne peut pas être ça. Moi, j'ai une éthique, et donc, messieurs les dirigeants, faites autre chose. Alors Julia, votre lourde tâche de nous donner une synthèse de ce que vous venez d'entendre, c'est très positif, hein? Ah, c'est fantastique. Oui, juste je rebondis une dernière chose sur la question parce que et après j'essaye de conclure maladroitement. Mais pourquoi on en arrive là? Alors je reprends pas l'histoire, mais c'est aussi parce que c'est une temporalité de notre pays. La Chine ne se pose pas la question du pourquoi et de la raison d'être de l'entreprise. Elle produit, elle doit être économiquement très rentable, très performante. Et nous, on a été très performants, on est très performants économiquement. Et donc le pourquoi arrive toujours en second. Je fais, j'actionne, je suis performante et après pourquoi je fais ça? C'est une temporalité, me semble-t-il, assez normale de se poser la question du pourquoi en second, une fois que l'économique est réglé d'une certaine façon. Et si je synthétise de façon, excusez-moi, très maladroite, mais ce qui est très remarquable à travers les 3 expériences, les 3 témoignages, c'est qu'à chaque fois, la raison technique de l'entreprise ne suffit pas, la finalité, comme je l'ai dit, est toujours extérieure, et c'est laquelle? C'est la même, en fait, pour les 3 entreprises qui n'ont rien à voir dans l'activité, c'est de rendre l'homme plus libre, alors plus heureux bien sûr, mais plus libre par rapport à son environnement, plus libre par la connaissance, enfin il va savoir ce que font les concepteurs, et plus libre par l'activité, la possibilité d'agir. Donc c'est toujours, si on ne peut pas répondre à la question je rends l'homme plus libre et plus heureux, la raison d'être de toute façon est loupée. Et là on a 3 illustrations parfaites, me semble-t-il, on rend l'homme plus libre par rapport à différentes choses, par rapport à l'activité. Donc rendre l'homme plus libre, et je rebondis simplement sur cette liberté comme cause, comme raison de joie, vous l'avez dit, et ça vraiment, si on pouvait remplacer le bonheur par la joie, c'est pas une histoire de mots, c'est que le bonheur qui devient bonheurisme débilisant, la joie c'est quelque chose de magnifique. Bergson définit la joie, c'est le philosophe de la joie, et il explique la joie exactement comme vous l'avez expliqué, en plus pénible parce que c'est philosophique, mais il dit quand est-ce qu'on ressent de la joie ou un sourire, vous l'avez dit également, c'est la même chose, la joie ou le sourire, c'est quand on a le sentiment, c'est le signe, la joie, que la vie a réussi. Ça veut dire quoi? Qu'on a mis quelque chose en route. Pourquoi une maman un père éprouve de la joie en regardant ses enfants et pas du bonheur, comme je disais, parce qu'il y a trop d'angoisse quand on est des enfants. Mais pourquoi on a de la joie? C'est parce qu'on a mis en vie un être. Pourquoi un chef d'entreprise ressent de la joie devant son entreprise? C'est parce qu'il a mis en mouvement une activité, un commerce ou ce que vous voulez. Donc la joie, c'est vraiment lié à la liberté d'agir, d'action, vous l'avez vous-même évoqué, et ça me semble être la finalité ultime par rapport au bonheur. Et juste, si je peux dire, mais c'est ça le problème de me laisser le dernier mot, c'est que je n'arrêterai jamais, si je peux rebondir sur les différences, vous avez parlé des différences, de la peur de l'autre, etc. Une des idéologies très ambiantes aussi dans notre société actuelle et dans les entreprises a fortiori, c'est l'idéologie égalitariste. C'est-à-dire qu'à partir d'une égalité de droits, un de nos droits fondamentaux, et ce n'est pas du tout la question de revenir là-dessus, on a dérivé vers une égalitarisation des talents, c'est-à-dire qu'on doit tous avoir les mêmes qualités les uns que les autres. Ça se traduit comment en management? Le management devient une promotion et plus du tout une compétence. En gros, si on n'est pas trop nul, au bout de 5, 6 ans, 10 ans, on devient presque automatiquement manager. C'est une catastrophe. Il y a des très très bons techniciens qui font des piètres managers. Le management est une compétence. Il faut avoir une différence essentielle. Il faut avoir du charisme, du leadership. Tout le monde ne l'a pas. Contrairement aux formations en leadership où on pense qu'on peut faire d'un timide un orateur hors pair, c'est pas possible. Donc il y a des différences énormes entre les êtres. Il y a des plus intelligents, des plus beaux, des plus forts, des plus ce que vous voulez. Et l'erreur de raisonnement à ne pas commettre, me semble-t-il, c'est de considérer toujours la différence comme une injustice. C'est pas possible. Il y a des différences qui sont justes. Si je paye plus d'impôts que mon voisin, c'est peut-être juste, c'est une différence, et ben ça peut être juste. Et la richesse des différences améliore véritablement l'environnement, la capacité des individus, le monde, etc. Donc misons sur les différences au lieu de déshumaniser en voulant faire des hommes et des femmes en entreprise, des hommes sans qualité parce qu'ils auraient les mêmes qualités que tout le monde. Je renvoie à l'ouvrage de Robert Musil, L'homme sans qualité. Donc vraiment, action, la possibilité d'agir, la finalité de la liberté, qui ont été vraiment l'illustration à travers vos 3 témoignages, comme condition de la joie, ça me semble illustrer concrètement ce que la philosophie dit très maladroitement. Merci en tout cas, Julia. Yann, vous restez là. Je crois qu'on peut applaudir très fort les 4 intervenants qui étaient là à l'occasion de cette table ronde.
Merci en tout cas pour ce message qui a été porté. Merci beaucoup.